Alors, tout d'abord, je prendrais peut-être quelques minutes pour regarder avec vous la notion de stress et d'anxiété parce que ce sont des mots qui sont souvent utilisés avec une connotation négative. Alors, j'aimerais peut-être prendre quelques minutes pour démystifier ces concepts parce que des fois, le stress peut être tout à fait un aspect positif dans notre vie, donc souvent un motivateur au changement ou à l'adaptation. Évidemment, quand on parle de stress, il y a différents types de stress. Il y a des stress qu'on peut appeler aigus, il y a des stress qu'on peut nommer chroniques. Donc, il y a différents types de stress. Évidemment, l'idée, je ne sais pas, d'aborder toutes les nuances liées à cette définition-là. Mais peut-être pour vous dire que d'abord, la notion de stress, c'est avant tout une expérience qui est personnelle. Alors, c'est une expérience qui est intimement liée à l'interprétation qu'on va faire d'une situation. Donc, cette interprétation de la situation, on va la qualifier de stressante. Et ce qui vous stresse, OK, peut être stressant pour moi, mais pas du tout être stressant pour mon voisin. Alors, la notion de stress, c'est pour ça qu'on dit que le stress est très personnel. Mais il existe quand même des éléments communs à les situations pour qu'elles soient interprétées comme étant stressantes. Alors, ce qu'on disait, c'est le stress est une situation très personnelle qui fait en sorte que moi, je pourrais trouver la situation stressante pour mon voisin. Mais par contre, lorsqu'on finit par définir qu'une situation est stressante, il y a quand même des éléments qui sont communs au fait qu'on va pouvoir dire que cette situation-là est stressante. Et il y a notamment 4 caractéristiques qui vont, dans le fond, induire un sentiment de stress chez les gens. Et les chercheurs, ce qu'ils ont mis en évidence notamment, c'est un acronyme qu'on va nommer CINE. Alors, cet acronyme qu'on va nommer CINE est vraiment lié le C réfère au sentiment de contrôle. Alors, quand j'ai un sentiment de contrôle face à une situation, c'est rare que je vais trouver la situation stressante parce que je me sens en contrôle. Par contre, si la situation qui se présente à moi fait en sorte que je perds mes repères au niveau du contrôle, oups, là, on va voir dans le fond des changements dans mon organisme qui vont induire un état de stress parce que là, j'ai eu une perte de contrôle. Donc, la notion de contrôle est intimement liée à la possibilité de faire générer chez une personne du stress. Il y a aussi la notion d'imprévisibilité ou de prévisibilité. Donc, plus une situation se présente à moi et que j'ai devant moi la possibilité d'anticiper des possibilités, d'anticiper des solutions, d'être capable de pouvoir prévoir comment la situation va se dérouler, donc comment elle va commencer, quelles vont être la séquence des événements, bien, à ce moment-là, pour moi, la situation qui s'en vient, elle est prévisible. Donc, si pour différentes raisons, la situation qui se présente à moi, elle est devenue imprévisible, alors effectivement, je vais vivre une situation de stress. Alors là, je vais avoir encore des changements dans mon organisme qui va faire en sorte que je vais vivre un certain malaise. Ensuite, il y a la notion de nouveauté ou de familiarité avec une situation. Donc, plus un événement est nouveau pour nous, bien évidemment, ça va générer un état de stress chez moi. OK? Donc, encore parce que c'est intimement lié au contrôle, intimement lié à l'imprévisibilité de la nouveauté qui est devant moi. Si l'événement est familier, bien effectivement, je suis en terrain connu, donc je vais à ce moment-là me sentir en contrôle, c'est prévisible également. Et le dernier élément qui va être lié au et de ciné, c'est l'élément d'avoir l'ego menacé. Donc, à quoi on réfère lorsqu'on parle d'un ego qui peut être menacé? C'est est-ce que j'ai peur de perdre la face? Est-ce que j'ai peur, dans le fond, de vivre une certaine humiliation, de vivre un certain rejet? OK? Ou, à l'inverse, je me sens tout à fait confiante
face à la situation. Donc, si je suis en confiance, c'est que j'ai pas le sentiment que l'environnement ou l'autre personne pourrait m'ébranler et de perdre mes moyens. Donc, c'est ce qu'on réfère à ce moment-là à un ego menacé. Alors, évidemment, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vie, c'est impossible d'éliminer le stress. Le stress fait partie de notre vie. Le stress est présent. Par contre, il faut surtout apprendre à vivre avec le stress. Il faut être capable de le reconnaître, ce stress-là. Être capable, lorsqu'on arrive justement dans cette situation de stress, de regarder par rapport justement à mes critères ciné qu'on vient de regarder, le contrôle, l'imprévisibilité, la nouveauté et l'ego menacé. À quel des 4 éléments je suis, dans le fond, en réaction? Et à ce moment-là, on va être capable de trouver des alternatives pour être capable de gérer mon stress positivement. Parce qu'on se souvient que le stress est vécu différemment par les gens et que le stress peut être tout à fait positif. Le stress peut être un motivateur au changement. OK? Donc, il ne faut pas le prendre comme étant un élément négatif en soi. Dans le stress, évidemment, il y a toutes sortes de réactions. Il y a toutes sortes de niveaux de réaction. Donc, il y a des gens qui vont peut-être chercher un peu à s'isoler. D'autres vont essayer justement de prendre ce stress-là et de l'amener vers un changement. Donc, il n'y a pas une façon universelle de gérer ce stress-là. Alors, si, dans le fond, on regarde une des questions qui nous a été adressée, qui dit que je vais vous la lire, donc qui va comme suit. Donc, on dit que mon fils a des difficultés d'apprentissage. Il est dyslexique. Il est en 6e année et l'an prochain, il ira au secondaire. Cela l'angoisse beaucoup, surtout qu'il est conscient qu'il n'a pas été à l'école depuis mars et qu'il n'ira pas d'ici la fin de l'année parce que c'est le choix de mon conjoint et de moi-même que nous avons fait. Donc, c'est des parents qui ont fait le choix de ne pas retourner l'enfant à l'école et d'opter plutôt pour une scolarisation à la maison. Et là, on me nomme que l'enfant vit beaucoup d'anxiété face à l'arrivée au secondaire. Alors, moi, dans un premier temps, je voudrais vous amener l'élément que souvent une personne anxieuse ou une personne qui est stressée va avoir un répertoire plus limité de solutions face à un problème. Et évidemment, la solution qu'elle va envisager, c'est souvent un scénario catastrophique ou une anticipation négative. Hein, ça ne se passera pas bien. Je ne saurais pas quoi faire. Donc là, il y a toujours un élément dans le futur. Et souvent, la personne anxieuse a moins de possibilités de réaction. Et celle que j'ai devant moi, qui s'offre à moi, celle qui me vient plus spontanément, elle est plus négative, donc elle devient plus anxiogène pour moi. Donc, comment moi j'agirais dans ce genre de situation-là, ou ce que je vous conseille, ce serait, dans le fond, de parler avec notre enfant. Puis quand je parle de parler avec votre enfant, moi, je vous dirais, il ne faut surtout pas chercher à le convaincre. Il ne faut pas essayer de le convaincre que sa pensée est erronée, que sa pensée est farfelue, pas ben voyons donc, tu t'en fais trop. Ça, ce n'est pas des mots rassurants. OK? Parce que quand on me dit ça, ben moi, c'est ça ma pensée. Moi, ça ne m'aide pas à comprendre pourquoi ma pensée n'est pas bonne. Pourquoi ma pensée, elle génère chez moi de l'anxiété, à part de me faire dire, ben ta pensée n'a pas rapport. OK, mais c'est quand même ma pensée. OK? Je vous dirais qu'il faut surtout essayer de le comprendre. OK? Et de comprendre, c'est quoi la représentation mentale que votre enfant se fait du secondaire. OK? Pour lui, le secondaire, là, c'est un endroit mystérieux. C'est un endroit qui n'est jamais allé. OK? Donc, il faut essayer de comprendre c'est quoi l'image qu'il se fait du secondaire. Puis peut-être l'image qu'il se fait, ce n'est pas l'image que vous vous faites que vous pensez qu'il se fait. OK? Donc, on va aller vraiment à la source, puis on va lui demander, mais qu'est-ce que ça représente pour toi au secondaire? Comment tu t'imagines le secondaire? Donc, ça vaut la peine à ce moment-là de vraiment prendre la peine de décortiquer la vie scolaire au secondaire. À ce moment-là, vous pouvez lui demander comment il imagine sa première journée d'école. Vous le laissez parler, OK? Parce que vous devez découvrir sa pensée. OK? Il vous dira probablement qu'il a peur d'être perdu, qu'il ne saura pas où aller parce que l'école secondaire est beaucoup plus grosse que son école de quartier. Donc là, il va vous dire, ben là, je vais être perdu, qu'est-ce que je vais faire? D'un coup, je ne trouve pas mes locaux parce que je ne veux pas le secondaire. Les élèves changent de local alors qu'au primaire, ils étaient attitrés au même endroit.
Donc, vous le laissez aller. OK? Puis pendant qu'il vous parle, OK, vous pouvez par la suite lui faire le reflet, OK, de sa réflexion, mais en lui posant des questions, pas en le convainquant. C'est vraiment important, cette nuance-là. Donc, on peut lui demander, bien, selon toi, est-ce qu'il y aurait d'autres jeunes qui seront dans la même position que toi? Donc, évidemment, on devrait s'attendre à ce que votre enfant y réponde, ben oui, tu sais, il y en a d'autres jeunes qui vont être exactement dans la même situation que toi. Est-ce que tu penses que la direction a prévu cette situation-là? OK? Parce que puis là, votre enfant, en lui posant, vous ne lui donnez pas la réponse. Vous lui posez la question parce que l'enfant doit, à ce moment-là, découvrir. Hein, quand on est anxieux, il faut aider l'enfant à élargir son éventail de probabilités d'événements qui se produisent. Donc là, l'enfant, dans le fond, par exemple, il va vous dire, ben, peut-être que non. Si jamais vous avez, par exemple, visité l'école avec votre enfant et que lors de la visite, il y avait sûrement des enfants, des adolescents qui étaient attitrés avec un dossard pour pouvoir demander conseil. Mais là, on peut revenir sur cet événement-là en disant, ben, tu te souviens quand on a visité l'école, on avait la possibilité de visiter, il y avait quelqu'un de référent qui pouvait nous dire le local, la gymnastique se situe à tel endroit, le local de musique, c'est à tel autre endroit. Donc, l'école y avait pensé. Alors, pourquoi l'école n'y aurait pas pensé maintenant pour la rentrée scolaire quand, dans le fond, comme on l'a dit tantôt, ben, tout le monde, c'est la première journée d'école. Là, vous voyez, là, dans le fond, souvent, je veux dire, le hamster tourne. Là. Donc, on voit que l'enfant là, commence à faire du chemin dans sa tête. OK? Alors, souvent, quand on va poser des questions comme ça à notre enfant, on oriente la discussion, OK, vers des scénarios de probabilité plus forte d'arriver. Et votre enfant, à ce moment-là, va commencer à faire des liens. Et là, on va voir que l'anxiété va commencer à diminuer. Puis, c'est là la différence entre convaincre notre enfant, OK? Parce que quand on essaie de le convaincre, par défaut, le message que votre enfant va recevoir, c'est celui de Ah, mais tu ne penses pas comme il faut. OK, mais je ne sais pas plus comment penser. Si on le dirige dans sa réflexion, mais que c'est l'enfant qui verbalise, peut-être que si, peut-être que ça, peut-être que si, mais les fameux peut-être que si, peut-être que ça vont apparaître parce que vous le questionnez. Et c'est là que vous ouvrez l'éventail de possibilités qui va s'offrir à lui. Et à ce moment-là, vous enseignez indirectement à votre enfant à se poser des questions et que quand on se pose des questions, on est même capable de se répondre à nos questions. Ça, c'est un enseignement que vous allez faire graduellement à travers un événement comme celui-là. OK? Et l'enfant ne se sentira pas, dans le fond, humilié du fait de se faire dire que ta pensée est erronée, puis c'est pas comme ça que tu devrais penser. OK? Alors, entre autres, donc, votre enfant, justement, il va finir par faire le lien que tous les élèves du secondaire 1 se trouvent exactement dans la même situation que lui, puis il y aura plus de chances que le fruit de sa réflexion va revenir lorsqu'il va repenser. Parce que même si vous faites ce moment-là de discussion avec votre enfant, là, vous allez sentir un soulagement. C'est possible que 2 semaines après, il va revenir à la charge. Mais là, on retourne la discussion, puis il va apprendre beaucoup plus rapidement à s'apaiser par lui-même. D'autres enfants, la crainte va s'articuler autour du fait de ne pas connaître personne, de ne pas savoir où s'asseoir dans la classe. Donc, on part du principe que la crainte de l'enfant s'articule autour de la nouveauté. Bien, pourquoi pas profiter de l'occasion pour parler de ses expériences antérieures lors de l'entrée au scolaire, au primaire. Donc, depuis chaque année, votre enfant a vécu une première année scolaire. Maintenant, c'est au secondaire, mais chaque année, il aura vécu Et moi, je vous conseille à ce moment-là, l'idée, c'est de rendre l'entrée scolaire plus familier. OK? Donc, il a déjà vécu une entrée scolaire, mais lui, ce lien-là, il ne le fait pas parce que c'est 2 entités différentes. À ce moment-là, vous pouvez lui demander, ben, raconte-moi comment ça s'est passé ta première journée de 3e année. Et là, vous discutez de la première journée de 3e année. Ensuite, ben, en 4e année, comment ça s'est passé ta première journée? Puis là, vous discutez de la 4e année. En 5e année, comment ça s'est passé? Vous faites la même chose. En 6e année. Pourquoi, quand je prends le temps, dans le fond, de regarder la 3e année, la 4e année, la 5e année, la 6e année, c'est que ça va lui donner l'occasion à votre enfant d'ancrer le fait qu'il a vécu ça souvent une première année scolaire. Ce n'est pas si nouveau que ça. Mais pour ça, il faut que votre enfant ait le temps de maturer cette réflexion-là. Donc, c'est pour ça qu'on va les décortiquer ces années-là.
En même temps, c'est possible que vous allez me dire, oui, mais moi, mon enfant, là, à chaque année là, d'entrée scolaire, là, c'était la catastrophe, la crise d'anxiété, là, puis aïe, aïe, ça allait pas bien. Ça se peut. C'est correct. C'est sa réalité à votre enfant. Donc, pourquoi ne pas prendre cette réalité-là, de l'accueillir? Puis, en troisième année, c'est vrai que tu avais peur la première journée. Puis c'est vrai que la première journée, je me suis désorganisée, puis j'ai pleuré. C'est vrai. Mais le lendemain, la deuxième, puis la troisième journée de ta troisième année, là, comment ça s'est fini? Ben, en fin de compte, c'était correct. Ben, tu vois, tu avais peur au début, tu l'as expérimenté, puis en fin de compte, tu t'es rendu compte que ça se passe bien. Quatrième année, on peut s'attendre à ce que la crise d'anxiété liée à l'entrée scolaire a été plus petite. Puis d'année en année, votre enfant s'est probablement construit, si votre enfant est particulièrement anxieux face à une entrée scolaire, et s'est probablement construit un petit répertoire de trucs. Alors, c'est un moment de les ramener, puis de faire rendre compte à votre enfant, c'est vrai que tu en as vécu du stress, mais tu as appris avec les années à t'armer face à ton stress pendant trouver des stratégies. Je vous dirais en parallèle à ça, des fois, puis ça, je le fais même en thérapie, c'est que je vais faire vivre l'expérience à l'enfant. Comment on fait vivre l'expérience à l'enfant de façon concrète? Parce que souvent, l'enfant, quand on est trop dans le verbal avec un enfant, à un moment donné, c'est, tu sais, l'enfant est là, moi je suis là, puis on se parle comme ça, mais on ne connecte pas ensemble. Comment on arrive à connecter puis qu'ils comprennent qu'est-ce que j'essaie de lui dire? Souvent, moi, je vais faire un peu du théâtre, si on veut. Puis je lui dis, mais pourquoi pas, dans votre salon, placer des chaises en rang d'école, comme ça on était à l'école, puis on va mimer l'entrée scolaire. Et prenez un bureau, une commode, peu importe, qui va représenter le bureau de l'enseignante. Puis votre enfant va aimer ça, là, jouer à la pièce de théâtre. Et là, dans le fond, on va revivre. Bien là, on rentre dans l'école. On se place pour être assis dans la classe parce que souvent, c'est un élément anxiogène chez l'adolescent. Je vais m'asseoir où quand je vais rentrer dans ma classe? Et là, dans le fond, on va inviter l'enfant. On se met en ligne pour rentrer dans la classe. Votre enfant va aller s'asseoir dans une salle. Puis, pas une salle, excusez-moi, sur une chaise. Puis pourquoi pas utiliser la fratrie qui va représenter, dans le fond, l'autre enfant, qui va rentrer lui aussi pour la première fois dans sa classe, puis de lui faire remarquer que pour l'autre ami aussi, c'est la première fois dans sa classe. On peut même le faire mimer, il s'assoit dans sa classe. OK, mais après ça, je fais quoi? OK, je connais personne. OK, c'est vrai que tu connais personne, mais l'enfant qui va s'asseoir à côté de toi, lui, est-ce qu'il connaît quelqu'un? Ben non, lui non plus, il ne connaît pas personne. Puis, je le mets où, mon sac? Donc, mon sac, est-ce que je suis plus à l'aise si je mets mon sac sur mon bureau puis je m'accote dessus? Est-ce que je suis plus à l'aise quand mon sac est sorti? Est-ce que je suis plus à l'aise si je sors un papier puis un crayon? Est-ce que je suis plus à l'aise si je m'accote sur mon bureau? OK? Donc, peu importe, vous le faites expérimenter comment il peut se positionner pour que la journée réelle, il y ait un répertoire de possibilités de comportement. Je peux me mettre de même, je peux me mettre comme ça, je peux sortir un crayon, puis l'autre ami, la même chose, puis peut-être que ça va donner, puis des fois, ce qu'on explique aux enfants, quand on est au secondaire, il va y avoir des nouveaux élèves, mais il va y avoir potentiellement peut-être des enfants que tu connais le visage. Puis ces enfants-là, habituellement, il y a comme un pairage naturel qui va se faire, qui va faire en sorte que quand tu vas aller t'asseoir, puis qu'il y a déjà quelqu'un dans la classe, tu vas aller t'asseoir à côté de quelqu'un dont le visage est familier. Puis l'autre ami va faire la même chose. Il va aller s'asseoir pas très loin, pas nécessairement côté-côté, des fois en arrière, mais pas très loin. Donc, on parle de ça. Donc, quand on parle comme ça, vous voyez, je n'essaie pas de le convaincre que j'ai raison. J'essaie juste de rendre l'événement moins nouveau, donc plus familier. Okay? Donc, ça, c'est différentes façons, dans le fond, d'interagir. Alors, avant de continuer, dans le fond, notre petite rencontre, je vais en profiter pour vous rappeler que le prochain Facebook Live sera vendredi le 15 mai. Il portera sur le syndrome des dysfonctions non-verbales et des troubles visio-spatiaux. Donc, on vous invite à partager vos questions à média avec un S à commercial, cenop.ca. Évidemment, là, ce qu'on vient de regarder ensemble, on vient de regarder la notion de stress. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle la notion d'anxiété. OK? Donc, qu'est-ce que l'anxiété? Alors, l'anxiété, c'est une émotion qui est souvent ressentie comme étant désagréable, qui va correspondre à l'attente plus ou moins consciente d'un danger
ou d'un problème à venir. Donc, habituellement, quand on va souffrir d'anxiété, il y a un élément plus menaçant face à ce qu'on perçoit d'un événement. Donc, les personnes qui vont souffrir de troubles anxieux sont envahies par un sentiment d'inconfort. Une peur souvent qui va être secondaire au fait d'anticiper négativement un événement et ça va créer chez moi une émotion telle que souvent je vais me sentir épuisée. Je vais me sentir paralysée sans solution satisfaisante. Évidemment, quand on va souffrir d'anxiété, l'anxiété peut être plus spécifique. Donc, ça veut dire que ça peut être des sujets plus précis qui me rendent anxieux, pour lesquels je me sens impuissant, versus des sujets plus larges. Donc, ça peut être des phobies spécifiques, la peur de l'avion, la peur des insectes. Ça peut être l'anxiété sociale, donc la peur du regard de l'autre sur moi-même, l'anxiété de performance, donc est-ce que je vais atteindre les exigences que je me suis mis, les exigences de l'autre, comment les autres vont me trouver. Donc, ça peut être l'anxiété de séparation. Donc là, l'enfant va se faire un peu plus des scénarios catastrophiques liés à la mort. Donc, oui, mais d'un coup, il t'arrive un accident. Donc, il faut faire attention. La notion d'anxiété de séparation n'a rien à voir avec une séparation avec un parent, mais bien le fait de perdre quelqu'un qu'on aime. Donc, quand l'anxiété est plus diffuse et omniprésente, donc c'est un peu tout et rien qui m'inquiète, on va parler à ce moment-là davantage d'anxiété généralisée. Évidemment, un trouble anxieux a un caractère plus négatif que l'état de stress que nous avons vu précédemment. Donc, je vais en profiter pour regarder une question qui nous a été posée. Alors ici, on dit, comment savoir si mon jeune de 14 ans est anxieux? Je pense que oui, mais comme il parle peu, c'est difficile à savoir. Quels sont les symptômes de l'anxiété? Évidemment, chez les jeunes, souvent l'anxiété va être davantage liée au corps. Donc, ça va être davantage des symptômes physiques. Donc, l'enfant va avoir des douleurs d'estomac, va avoir des nausées, va avoir de la difficulté à respirer, des palpitations cardiaques, tension musculaire, de la sueur, des tremblements. Donc, souvent, l'enfant va surtout s'attarder à des malaises physiques et ils vont faire peu de lien avec la pensée. Donc, comme si le corps était séparé où j'ai des symptômes physiques, j'ai des pensées, mais les deux, ça ne se parle pas. OK? Alors, évidemment, ici, dans l'exemple qui nous est donné, bon, c'est difficile à savoir. C'est pas parce qu'un enfant, un adolescent nous parle peu qu'il est nécessairement anxieux. OK? Donc, souvent, l'anxiété chez l'enfant, on va le voir aussi au-delà des symptômes physiques rapportés, on va le voir aussi à travers des pensées d'anticipation négative qui vont émerger. L'enfant va poser des questions, puis là, il va vouloir savoir c'est quoi la prochaine étape, comment ça va se passer, parce qu'il veut se faire une représentation mentale d'un événement. Donc, évidemment, si notre jeune ne nous parle pas, c'est un peu plus dur de savoir est-ce que là, il y a des pensées anxieuses. Souvent, je vous dirais une façon qu'on peut le voir au niveau comportemental, les symptômes anxieux, c'est lorsque l'enfant va commencer par adopter des comportements d'évitement. Alors, quand l'enfant, là, il ne voudra plus sortir, il ne voudra plus faire certaines actions, donc l'évitement est un des symptômes, dans le fond, qui va cacher souvent de l'anxiété. Évidemment, les stratégies d'évitement, si elles deviennent présentes ou si les événements que j'ai parlé tout à l'heure liés au stress ne suffisent pas, à ce moment-là, il faut peut-être penser à consulter. On sait que les thérapies cognitivo-comportementales ont une belle efficacité sur l'anxiété parce que le thérapeute va vraiment enseigner le lien entre les pensées, les sentiments et les comportements. Donc, on va vraiment travailler la triangulation pour que l'enfant comprenne vraiment qu'est-ce qui se passe entre sa pensée et son corps. Et dans le fond, l'idée de la thérapie, c'est d'aider l'enfant à trouver et à changer les schémas de pensée qui nourrissent, dans le fond, les scénarios plus catastrophiques, plus négatifs. OK? Donc, on va aider l'enfant à changer ses stratégies. Évidemment, donc ça, c'est quand l'anxiété devient trop grande pour être gérée au quotidien. Ici, je vous donne un autre exemple, donc, qui nous est donné. Donc, on dit, depuis qu'elle est toute petite, ma fille s'est toujours mis la barre très haute. Elle fait de la compétition de natation, elle est très bonne, elle a d'excellentes notes à l'école. Mais on dirait qu'elle est toujours stressée de ne pas réussir, surtout depuis qu'elle est scolarisée à la maison à cause de la COVID. Même si elle connaît beaucoup de succès, on dirait qu'elle ne prend pas en compte que ça va bien et je la comprends pas.
Alors, certains enfants ont des contextes de vie beaucoup plus axés sur la performance. OK? Donc, la compétition, par exemple, des fois d'aller à l'école privée, avoir des rendements scolaires. Donc, des fois, il y a un environnement de vie où la performance, elle est plus présente. Puis, il y a des enfants qui réagissent bien à ça. OK? Comme on disait tantôt, la notion de stress peut être un motivateur suffisant pour me mettre en action. Lorsque le stress dépasse les capacités et que ça devient chronique, trop présent, c'est là qu'on va voir, dans le fond, les éléments anxieux ressortir. Ici, dans le fond, j'amènerais, dans le fond, le parent à revenir sur les 4 éléments liés à la composante de stress de tout à l'heure, la notion de contrôle, la notion d'imprévisibilité, la notion de nouveauté et la notion d'ego menacé. Alors, il faudrait d'abord identifier à quel des 4 éléments votre enfant réagit. Sans connaître votre enfant, je pourrais en identifier 2. Okay? Soit celui de la nouveauté, d'être scolarisé à la maison, et celui de l'ego menacé. Parce qu'ici, on décrit quand même un enfant qui est performant, mais on décrit quand même un enfant qui est performant et qui semble fonctionnel. Alors ça me fait penser récemment, je travaillais en télépratique avec une adolescente anxieuse qui me disait de plus trouver de sens au fait d'exécuter une liste de devoirs. Alors là, elle me nommait ces éléments-là de perte de sens, donc je la questionne un peu sur le commentaire, puis elle me dit 2 choses notamment. Elle me dit, ben moi, je trouve ça difficile d'amorcer une étude seule. Elle dit ça, savoir si l'apprentissage que je fais est juste, est-ce que le lien que je fais avec mes informations, c'est le bon? Fait qu'elle dit, moi, ça, là, elle dit, je suis pas capable, d'être pris toute seule avec ça. Puis, elle dit, en même temps, elle dit, d'un coup, je fais un apprentissage qui est erroné. Elle dit, c'est l'apprentissage que je vais faire après, puis c'est même pas le bon. Puis, elle dit l'autre chose aussi qu'elle soulevait, elle dit, là, je me retrouve à faire des devoirs, puis je sais même pas si mon devoir est correct ou s'il n'est pas correct. Elle dit, j'ai pas de rétroaction quand je donne mes devoirs. OK, donc je trouvais que ça me met de l'allure, ce qu'elle disait. Fait qu'on discute un petit peu autour de ça. Alors, dans un premier temps, je peux voir que cette adolescente-là, elle réagit à la nouveauté de la situation d'apprentissage et à l'imprévisibilité des liens qu'elle fait, parce qu'elle ne sait pas si les liens qu'elle fait, c'est les bons ou pas, donc c'est imprévisible. Et aussi à son ego qui est menacé parce que je fais un travail, j'ai aucune idée de ce qu'on me remet. Alors, en discutant avec elle, je l'invite, je dis, mais pourquoi tu n'en parles pas à ton enseignante de l'importance d'avoir une rétroaction pour garder ta motivation? Fait que là, en parlant de ça, elle dit oui, mais elle dit, d'un coup, mon enseignant perçoit mal ma demande. Alors, au lieu de la convaincre ou quoi que ce soit, on parle un peu du rôle de l'enseignant. Puis là, je lui demande, mais tu sais, quand quelqu'un est enseignant puis qu'il a la vocation d'enseigner, d'après toi, c'est quoi les valeurs qui sont importantes pour cette personne-là? OK, vous voyez, j'alimente juste une discussion autour d'elle. Donc, je dis, en parlant, on en vient au constat qu'une personne qui enseigne, pour elle, c'est important, dans le fond, de garder la motivation à son élève. C'est important que l'élève ait envie d'apprendre. C'est important pour l'enseignant que l'élève ait effectivement des bons liens dans les informations, puis qu'elle ne reste pas prisonnière de ses interrogations. OK? Mais vraiment, on échange autour de ça. Et là, à ce moment-là, en faisant ce constat-là, mais vous voyez, le constat, elle le fait en me parlant, en discutant autour de ce qui alimente. C'est sûr que je suis l'adulte, c'est sûr que je contrôle la discussion, puis je sais un peu où je veux l'amener, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'elle, elle fait ce lien-là. Alors, ensuite, en discutant avec elle, mais j'ai dit, d'après toi, en fonction de ce qu'on a parlé, c'est qui l'enseignant autour de toi qui est peut-être l'enseignant le plus ouvert à correspondre à ces caractéristiques-là qu'on a regardées? Alors là, elle a choisi l'enseignant en question parce que moi, je ne suis pas capable de le choisir. Et là, j'ai dit, moi, on va, dans le fond, moi, je t'invite à communiquer cette information-là parce que j'ai dit, pour les enseignants aussi, la notion de COVID, c'est nouveau pour eux aussi, hein, pas juste pour toi. Puis, ça se peut que le fait de ne pas donner de rétroaction, qu'ils n'ont pas pensé à ce détail-là, de l'importance que ça pouvait avoir pour l'étudiant. Puis moi, c'est fort probable que l'enseignant va être ouvert à recevoir ce commentaire-là, puis de s'ajuster parce que lui aussi, il est en apprentissage de cette réalité-là. Alors évidemment, la rencontre d'aujourd'hui, comme on disait, c'est de vous donner des trucs, d'essayer de vous donner des outils pour pouvoir rendre le tout le plus malléable possible.
Alors, évidemment, si la situation dépasse ce que vous êtes capable d'offrir à votre enfant, si l'anxiété devient trop importante, il reste qu'il y a toujours des thérapeutes près de vous qui pratiquent en télétravail, qui pourraient répondre à vos questions et vous accompagner.